الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمد المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقلبي بمد المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا des patients et aux familles, animés par le professeur Djibi Diakhaté. Sur ce, nous vous laissons avec le directeur de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim, le docteur Moustapha Souran, et le docteur Ndeye Maguette Diop, médecin-chef du district, pour les discours d'ouverture du lancement officiel. Je vous remercie. De faire le discours d'ouverture. Donc, ñu sant yàlla ñu may ñu fekkewaat ren daaw je pense que defoon nañu fi ay activités même si c'était improvisé mais au moins ñu fekkewaat ren jataay bi mu ànd ak wér ak tal ñi ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm muy ñu jóge ci yeneen structures yi muy Ndaamaatu di hôpital Matlaboul Fawzeyni ak ñi nekk aussi ci hôpital bi. Mais remercier aussi ñi nga xam ne ñoo initié activité bi muy docteur Mané di équipe bi mu ci àndal yëpp ñoom docteur Sy docteur Ndeye Maguette moom maag moom a ci yem on a véritablement travaillé depuis longtemps. Remercier aussi le professeur Djibi Diakhaté sànq nee naa ko maintenant il fait partie de l'hôpital c'est un partenaire privilégié de l'hôpital parce que ay waxtaanam lu am solo la lu am njariñ la. Formation la ci personnel de santé bi formation la ci ñëpp ñi koy déglu donc ñu ngi leen di remercier ñëpp di ñaan nag ñu fekkewaat ko ay ati at te suñu borom defal ñu jàmm. Je vais donner la parole à docteur Ndeye Maguette. Les autorités administratives, donc le préfet vient de m'appeler pour me dire qu'il s'excuse. Il avait une activité avec le ministre des Forces armées, donc il n'a pas encore terminé. Qu'il est de tout cœur avec nous parce qu'il aurait aimé participer à cette activité. Donc saluer le directeur de l'hôpital, Cheikh Ahmadoul Khadim, docteur Souran, qui en plus d'être directeur de la structure, a été ancien MCD pendant très longtemps, donc qui maîtrise parfaitement les questions de santé publique, surtout celles liées au cancer du sein et du col dans Touba. Donc vraiment le remercier pour avoir accepté de nous inviter et de nous recevoir plutôt dans ces locaux pour faire le lancement des activités du mois d'Octobre Rose. C'est vrai que l'initiative vraiment est venue de la cancérologue de l'hôpital Cheikhoul Khadim, mais c'est des activités qui vont se dérouler durant tout le mois et dans toutes les structures de Touba. Donc, il a accepté de nous accueillir aujourd'hui pour le lancement, l'organisation du panel, mais de prendre à sa charge tous les frais liés à cette organisation, la pause, café et tout. Donc vraiment, nous le remercions vivement. En plus des appuis qu'il a prévus pour le dépistage et la prise en charge des femmes qui seront dépistées durant ce mois. Donc encore merci, docteur Souran, pour tout ce que vous faites pour la santé à Touba. Nous prions de vous accorder une très longue vie et une santé de fer pour que vraiment, tous ensemble, que nous arrivons à bout des énormes défis que nous avons pour Touba. Donc vraiment aussi remercier les autres directeurs d'hôpitaux, comme je l'ai dit, Ndaamatou, Fawzeyni, et tous leurs collaborateurs, c'est-à-dire les gynécos, les spécialistes, radiologues et autres qui ont vraiment accepté de travailler avec nous pour la réussite de la célébration de ce mois d'Octobre Rose, mais aussi, surtout, comme on dit, le district sanitaire de Touba, avec tout le personnel, l'équipe cadre, les infirmiers qui sont là présents, les sages-femmes du district,
qui vraiment s'active jour et nuit pour améliorer les activités de prévention et de promotion de la santé de la population, mais aussi les acteurs communautaires qui sont là et qui transmettent les vrais messages là où ça devrait aller, les partenaires techniques qui ont été invités et la presse qui est là. Donc je pense que Koulim Dessal, comme on dit, mais on salue tout le monde. Et vraiment, c'est un honneur aussi de recevoir le professeur Djibi Diakhaté qui est là, parce qu'on apprend toujours avec lui et c'est un plaisir de le rencontrer. Donc vraiment, toute l'équipe de Cheikhoul Khadim pour la disponibilité et l'accueil qui nous a été offert en ce jour. Donc on va parler aujourd'hui du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, qui est un problème de santé publique sur le plan mondial, au niveau de l'Afrique, au niveau du Sénégal, mais qu'il est encore plus au niveau de Touba, du point de vue démographique. Donc ce sera une occasion de discuter et de dire ce qu'il en est réellement au niveau de Touba, en termes de prévention, en termes de promotion, mais surtout en termes de prise en charge. Parce que il y a eu l'hôpital Cheikhoul Khadim, et actuellement on n'envie pas les gens de Dakar, parce qu'il est possible aujourd'hui de faire le dépistage à Touba, de faire la prise en charge de A à Z à Touba, et pour vraiment au bonheur de toute la population de Touba. Donc merci à tout le monde. Je pense que pour ne pas trop monopoliser la parole, directeur, parce que vous m'avez pris à l'improviste, c'était vous qui devez faire le discours. Donc merci à tout le monde. Efficace, un moyen de prévention très efficace, et malheureusement ma grande sœur pédiatre MCD n'a pas voulu en parler pour faire peut-être plaire à ses collaborateurs, leur montrer qu'elle n'est plus pédiatre. Donc c'est pourquoi j'ai pris un peu la parole pour vous donner le moyen de prévention qui fait partie des moyens les plus efficaces, moins coûteux, qui ne demandent pas trop de moyens, qui ne demandent pas des réunions de coordination au niveau du district. C'est quel moyen? C'est l'allaitement maternel. Et malheureusement, ils l'ont effleuré. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la prévention du cancer du sein sans parler de l'allaitement maternel. Je rappelle que beaucoup d'auteurs ont travaillé sur ça. Et ça a commencé depuis les années 74. Et tous les auteurs sont d'accord que l'allaitement maternel réduit le risque de survenue de cancer du sein. Et pourquoi? Les auteurs sont d'accord que l'allaitement maternel, quand il y a l'allaitement maternel, il y a une réduction du nombre de cycles ovariens. Ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, il y a une élimination des substances cancérigènes par le sein lactant. Et troisième point, c'est la modification du cycle ovarien, du cycle, autant pour moi, de la différenciation de la glande mammaire. Et tous ces facteurs-là font que le sein, l'allaitement maternel, diminue le risque de survenir du cancer du sein. Mais quel allaitement maternel? Les auteurs, par exemple, il y a des auteurs américains qui ont travaillé sur ça, mais ils ont constaté que c'est l'allaitement maternel qui dure le plus. Plus l'allaitement maternel dure, plus le risque de survenue du cancer du sein est moins. Par exemple, ils ont fait une étude 4 témoins et ils ont constaté que sur les 500 et quelques femmes qui ont eu des cancers du sein, la majeure partie faisait des allaitements pour une courte durée de 3 mois. Les femmes qui n'avaient pas de cancer du sein faisaient un allaitement de longue durée. Donc, voici un moyen très efficace, moins coûteux et qui ne demande pas trop d'efforts pour prévenir le cancer du sein. Je vous remercie. Et plus particulièrement dans le poste de santé de Darou Rahman. Bon, mon intervention, ça va aller dans le sens de remerciements à l'endroit non seulement de nos sœurs sages-femmes qui ont pu organiser cette activité très importante, Octobre Rose, qui franchement nous permet de régler beaucoup de problèmes dans le district. Je ne peux pas passer sans pour autant remercier Dr Souran. Bon, je ne l'ai pas connu tellement, mais on ne peut pas parler de Touba sans pour autant parler de Dr Souran. C'est un icône dans cette ville sainte. Et il a fait beaucoup de travail sur la santé à Touba. Nit nak wax deug yalla
boo ko gisee war nga ko gërëm ci loolu di ko ñaanal bon sëñ Touba mi am fay yàlla na ko fay ak ñi nga xamee ne ñoo fi teew ñëpp plus particulièrement nos professeurs émérites qui sont là et notre médecin-chef docteur Ndeye Maguette ak docteur yi mu fi àndal yëpp. Bon, mon intervention va axer tout simplement sur notre rôle nous, en tant que paramédical par rapport à cette problématique. C'est très simple, vous l'avez même dit, il va falloir non seulement renforcer nos connaissances par le biais de formation, non seulement pour le dépistage, mais surtout faire tout pour booster la vaccination au sein du district. Et ça, c'est très simple, docteur Ndeye Maguette, je vous invite pour cette année à organiser des campagnes de vaccination contre l'HPV dans ce district avec des objectifs bien précis. Inch'Allah, nous, en tant que paramédical, on va tout faire pour que le message passe, pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Et il faudra pérenniser cette activité-là. Chaque année, s'il le fait, on va vacciner beaucoup d'enfants dans ce district. Et cette vaccination va permettre aux enfants, non seulement de ne pas développer cette maladie. Bon, nos sœurs sages-femmes-là aussi, il faut renforcer leurs compétences dans le dépistage. Donc, ce sont ces propos que je voulais apporter. Nous remercions tout le monde. Merci. C'est une question que je voudrais poser à tous ceux qui sont dans la lutte contre ces formes de cancer. D'abord, bon, nous savons tous ici, bon, la question d'abord, est-ce qu'on a impliqué les généticiens dans la prise en charge de ces cancers? Parce qu'avec tous les efforts que le Sénégal a déjà consentis pour lutter contre le cancer, maintenant on a dépassé l'étape de guérison. Maintenant on en est à l'étape de prévention. Et je me dis que pour la prévention, il est maintenant très nécessaire d'impliquer les généticiens, la génétique. Parce que je vous apprends pas ça, c'est pas nouveau que nous savons tous que la majorité des cancers du sein est génétique. Parce qu'il y a les gènes BCR1 et BCR2 qui sont impliqués. Mes collègues cliniciens en savent quelque chose. Donc, j'ai été moi-même témoin de toute une famille où toutes les femmes sont presque décédées de cancer du sein. Donc, nous savons que la génétique est impliquée. Est-ce que vous, les acteurs de cette lutte contre le cancer, est-ce que vous avez impliqué les généticiens? Étant donné que au Sénégal, maintenant, il y en a beaucoup. Il y a des grands laboratoires de génétique ici au Sénégal. Est-ce que, bon, ils sont impliqués et quels sont leurs rôles et tout pour bien prévenir ces formes de cancer? Aussi, ça me concerne directement en tant que clinicienne biologiste. Et là, dans la prise en charge, bon, parce que je trouve, pour mon expérience ici, j'ai remarqué qu'on demande rarement les marqueurs tumoraux pour la prise en charge et le suivi aussi. J'aimerais aussi attirer l'attention sur aux acteurs là-dessus. Vraiment, bon, c'était ça. Merci beaucoup. Les autorités qui sont là. Je remercie aussi tout le monde, le public, et je remercie aussi de m'avoir donné la parole. Alors moi, ma contribution, elle va en marge même du cancer du sein. Je profite de l'occasion parce que les autorités sont ici présentes et il y a le maire qui est une autorité aussi administrative qui est là. Et en tant que fervente défendeuse du sport, je voudrais attirer l'attention quand même qu'à Touba actuellement, les femmes sont interdites d'accès dans les salles de sport. Donc en fait, je rejoins Dr Mbaye qui a parlé de l'importance du sport. Pas seulement dans le cancer du sein, mais dans beaucoup de pathologies qui sont là. Avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de nouveaux phénomènes à Touba. Il y a par rapport même à la sédentarité qui est là, les gens bougent de moins en moins. Et je trouve que c'était vraiment bien que les femmes aient accès en fait aux salles de sport, ne serait-ce que pour pouvoir avoir une activité physique pérenne. Donc en fait, je voudrais franchement faire un plaidoyer. Je commence par moi-même parce que le sport me manque beaucoup. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup d'autres femmes comme moi, ici, et même en dehors même de cette instance où nous sommes. Et je voudrais peut-être attirer l'attention des autorités qui décident en fait par rapport à des choses comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver en fait des moyens d'autres types de concertation par exemple? Parce qu'on sait que dans les salles de sport, on peut faire de telle sorte que Touba, c'est une ville religieuse. Moi, je suis Madame Baké, donc je comprends certaines choses. Mais Touba, c'est une ville religieuse. Mais est-ce qu'on doit pour autant interdire le sport aux femmes dans les lieux publics? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, trouver d'autres solutions
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire de telle sorte que dans les salles, par exemple, de telle heure à telle heure, qu'il n'y ait que des femmes, de telle heure à telle heure, qu'il n'y ait que des hommes? Et cela, moi, en fait, j'en parle, c'est plus dans le cadre de la lutte contre les maladies, en fait. Voilà, je m'excuse en tout cas de cette interpellation qui est un peu hors sujet, mais je trouve que c'est quand même dans le sujet. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. De 50 jusqu'à 74, 75 ans. Ça, c'est pour l'ensemble des femmes qui sont dans cette cible. Par contre, il y a ce qu'on appelle le dépistage individuel. C'est-à-dire les femmes appartenant à une famille à risque. Chez elles, il est indiqué de faire ce qu'on appelle le dépistage génétique à la recherche des gènes BRCA1 qui sont responsables dans 50 à 70% de cas. Quand c'est positif, la femme a un risque d'environ 50 à 70% de cas. Quand le gène BRCA2 est retrouvé, le risque est évalué entre 40 à 50%. Donc pour ces femmes, il faudrait déjà commencer à 20 ans l'autopalpation, les initier à cela. À 30 ans, on associe le couple ou bien le trépied, mammographie, échographie et IRM mammaire. Donc c'est des femmes chez qui la surveillance est ciblée et très rigoureuse. Il y a certaines même chez qui, si le risque est très élevé, on préconise la mastectomie préventive. Donc juste pour dire que ça existe, les oncologues ou bien les spécialistes le font, mais ce n'est pas à l'échelle de truc ou truc. Voilà quelques éléments de réponse. Je salue tout le monde. Monsieur le directeur de l'hôpital, le papa de la santé de Touba. Moi-même, pense que le mot est venu de moi. Mais je n'avais pas dit papa, mais j'avais dit le père de la santé de Touba. Donc, je confirme ce que Mbaye Ndiaye a dit en tant que le représentant du maire. Qui connaît bien le milieu. Ça fait presque 20 ans et poussière que je suis avec cette équipe, Dr Sourang. Il n'est pas levé un bon jour qu'on le nomme le directeur de l'hôpital, ce joyeux-là de Touba. Cet hôpital que l'État du Sénégal a construit ici dans la ville sainte pour Serigne Touba, pour Touba et pour l'ensemble du Sénégal. Alors, ce n'est pas le décret de directeur de l'hôpital, mais Sourang a été ici, le médecin-chef du district, au niveau du district du centre de santé de Ndamatou, devenu plus tard hôpital de niveau 1. Directeur de cet hôpital-là, avant de devenir aujourd'hui le directeur de l'hôpital Cheikhoul Khadim. Et durant tout ce cursus, donc, nous sommes témoins. Et là, pour confirmer en quelque sorte ce que Mbaye Ndiaye disait tout à l'heure. Aujourd'hui, Ndeye Magat, docteur Ndeye Magat, est le médecin-chef de district. Mais en tant que maire, en tant que le représentant des populations, je dis que Ndeye Magat est en train de suivre les pas de Dr Sourang. Et nous en félicitons vivement. Touba a besoin de ces gens de dirigeants. Le maire en personne, en venant à cette assemblée, m'a demandé de les remercier, de les encourager, donc, et de saluer l'ensemble des participants à cette importante activité, donc d'Octobre Rose.
d'Octobre Rose. Peut-être j'y reviendrai pour ne pas monopoliser un peu la parole, répondre un peu sur l'inquiétude de Madame Baké, docteur Madame Baké. Fii nag dëkk la bu spécial lépp day aju ci sëriñ bi te ñi fi nekk ñëpp xam nañ ko sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér waaye lu ñu def rek am na fuñ ko teg muñ sañoon saal yi dañ koy ubbi ñun sax commune bi ñuy tabax ay saal nit ñi def sport mais li tax amul ay terrain de football amul yeneenu lieu yu mel noonu moo tax ba aussi saal yi ñu koy contrôler loolu dëkk bi moo tudde noonu tëdde noonu waaye maa ngi tooñ docteur c'est docteur Ka léegi sax ne ko buñ munta am saal yeeg yooyu ñu fexe ba aménager ci kër yi nu ñu defee sport mais maire bi daal li muy wax nañ def sport comme sport day indi wér-gu-yaram loolu daal laa bëggoon tontu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Derrière, il y a forcément une leçon ou une éducation à apprendre. Et que donc de ce point de vue-là, ce n'est jamais arbitraire, il y a quelque chose qui le motive. Voilà qui fait la différence entre ndigal ordre et ndigal instruction. Et le plus souvent, malheureusement, quand les gens traduisent ndigal, ils disent ordre. Et ça pose problème. Le ndigal n'est pas un ordre, c'est une instruction que l'on donne. Une instruction, elle est toujours intelligente, parce qu'elle repose sur quelque chose d'intelligent. Alors, le problème, c'est qu'en réalité, nos sociétés ont connu un certain nombre de changements. Avant, on vivait en communauté et ne se posait pas le problème de l'individualité. La preuve, c'est que tout un village pouvait être une même et unique famille. Tout un village pouvait être une seule famille. C'est pourquoi on parle de Kër. Kër Ndiaïlo, Kër Massar, Kër Daoude, Kër Nyang, Kër, etc. Ou alors on parle de Ndiayen, on parle de Ndia, on parle de Ndioben, etc. Ailleurs, on parle de Kunda, Sissé Kunda, Touré Kunda, Tamba Kunda, c'est la demeure des Tamba. Ailleurs, on parle de Saré ou de Wuro, comme Wuro Sogi. Alors, ces choses-là montrent qu'on vivait véritablement en communauté et que tous les membres de la localité entretenaient des relations de parenté. C'est pourquoi quelqu'un comme Evans Pritchard a affirmé que chez les négro-africains, on est parents ou on est ennemis. On est parents ou on est ennemis. Et ce qui fait que lorsqu'un étranger arrive dans la localité, on fait fonctionner ce que Gastelou appelle les mécanismes de correspondance. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec un nom qui n'est pas connu au niveau de la localité, un patronyme qui n'est pas connu au niveau de la localité, on lui donne un patronyme équivalent. Ce qui fait que, par exemple, Sissoko signifie Gueye, qui fait que Koulibaly signifie Fall, qui fait que Diara Sendiaï, voilà, c'est les mécanismes de correspondance. C'est pour l'intégrer dans le réseau de parenté à plaisanterie et l'intégrer dans le réseau de parenté tout court. Parce qu'on est parents ou on est ennemis. Alors, dans ce contexte-là, lorsque quelqu'un a des problèmes, c'est toute la communauté qui se mobilise pour le prendre en charge. Voilà pourquoi chez nous, on avait des psychothérapies collectives. Le Ndep, par exemple, est collectif. Le Bonibayasa chez les Bambara est collectif. Le Pangol chez les Serrères est collectif. C'est-à-dire que la prise en charge de la difficulté ou des problèmes est toujours une prise en charge collective. Se posez pas. Lorsque quelqu'un est malade, on a l'impression que c'est toute la communauté qui est concernée. Et c'est toute la communauté qui se mobilise pour prendre en charge cette pathologie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans nos sociétés? Ce qui s'est passé dans nos sociétés, c'est que non seulement l'individualisme se développe, mais la rivalité entre les acteurs se développe. Parce qu'on peut être dans un espace individualiste, mais pas dans un espace d'animosité ou de rivalité. Ce qui se produit maintenant dans nos sociétés, c'est que non seulement il y a l'individualisme, mais il y a l'animosité et la rivalité. Ce qui fait que quand quelqu'un est malade, on considère toujours qu'il a été attaqué. Ou alors, quelque part, on développe la honte d'être malade. La honte d'être malade. Quelque part, on cache la maladie parce que les autres vont s'enorgueillir. On va dire qu'on savait bien qu'il va tomber malade. Et ce n'est pas n'importe quelle maladie qui va le frapper. C'est une maladie incurable qui va le frapper parce qu'il est mauvais, parce qu'il a dit ça, parce qu'il a fait ça. C'est comme si, en fait, et on le voit même des fois dans les réseaux sociaux, hein, les gens sont contents de la situation de détresse que vit son semblable. L'autre vit en difficulté, l'autre est dans la détresse et j'en suis content.
Pourquoi? Parce que justement, il y a une animosité, il y a une rivalité entre nous. C'est cela qui montre que cette famille qui existait traditionnellement, qui fait que tous les villages pouvaient être une même et unique famille, cela est en train de se déstabiliser progressivement, cédant la place à un individualisme exacerbé, accompagné d'animosité, d'adversité et de méchanceté. Et qui fait que lorsque l'individu tombe malade dans ces situations-là, il est obligé malheureusement, premièrement, de cacher la maladie dans certains cas, deuxièmement, de se débrouiller tout seul pour sortir de cette difficulté. Et même au niveau de la famille, des fois, de la famille biologique interne, même au niveau de cette famille, des fois, il y a des fractures profondes entre frères et sœurs, entre personnes qui sont de la même consanguinité. Mais que malheureusement, un éloignement est en train de s'installer entre les différents acteurs. Ça, c'est un sérieux souci qu'il nous faut prendre en charge. Un autre souci, on le sait, c'est qu'en réalité, nous sommes aussi dans une société où le stress est en train de devenir une épidémie dangereuse. On n'en parle pas trop. Le stress est une véritable épidémie. Et on le sait, des fois, quand il y a une perturbation psychologique, ça peut avoir des répercussions sur le plan organique. C'est ce que nous appelons, nous, les problèmes psychosomatiques. N'est-ce pas, docteur? Exact. J'ai eu la chance de participer à une activité à Fann, à l'hôpital, à la clinique psychiatrique de Fann. Un monsieur est tombé impuissant le jour de son mariage. On lui a dit que c'est pas grave, on t'a jeté le mauvais sort, mais ça ne peut pas durer plus de 48 heures. On connaît ça, c'est le khala. Donc c'est le khala, c'est pas grave, c'est 48 heures au plus et tu vas retrouver la santé sexuelle. Une semaine après, le monsieur est resté impuissant. Un mois après, il est resté impuissant. Et le monsieur a commencé à faire le tour des charlatans du pays. Il est allé voir tous les marabouts possibles et imaginables. Et pendant plus de 6 mois, la situation n'a pas bougé. Et le monsieur s'est retrouvé au niveau de la clinique psychiatrique de Fann. J'ai participé à cette affaire. Alors, l'étude a montré que lorsque ce monsieur était jeune enfant, entre 2 et 6 ans, il dormait dans le salon. Et le salon était contigu à la chambre de son père et de sa mère. Il y avait une porte de la chambre qui passait par le salon. Et que tous les soirs, sa mère se rendait dans les toilettes, qui sont des toilettes extérieures, se lavait, mettait son parfum, passait par le salon et entrait dans la chambre pour rejoindre le papa du jeune garçon. Ce qui fait que pendant 4 ans, tous les soirs, le jeune garçon sentait le parfum que mettait sa mère avant de rejoindre son père. Parce que sa mère passait par le salon et lui, il dormait dans le salon. Après 6 ans, on lui a aménagé sa chambre propre. Il a grandi. Après, il travaille dans une banque. Il a pris son appartement. Pas de problème. Il s'est marié. Mais il se trouve que le jour du mariage, sa femme a mis le même parfum que mettait sa mère tous les soirs pour aller rejoindre son père. Et ce parfum-là lui rappelle sa maman. Et que finalement, à chaque fois qu'il est avec sa femme, il a l'impression d'être avec sa maman et il est impuissant. Bloqué psychologiquement, bloqué organiquement. Nous devons faire attention à ça. Le blocage psychologique crée des fois des blocages organiques. C'est ce que l'on appelle les problèmes psychosomatiques. Donc, c'est bon sur ce plan-là que nous ayons plus d'accompagnement sur le plan psychologique. C'est pourquoi, traditionnellement, on parlait d'approche collaborative de la santé. Cette approche collaborative, quelqu'un l'a dit, implique la communauté, implique la famille et prend en charge aussi ses dimensions psychologiques. Quelqu'un a parlé d'accueil. Je crois que le directeur a beaucoup insisté sur cette affaire. Parler avec les patients, aider les patients, soutenir les patients. Je crois que c'est un élément qui est excessivement important. L'autre aspect qui me semble important, c'est une histoire que je tiens de Sophocle. Sophocle est un penseur de l'Antiquité grecque. Il a écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ un ouvrage intitulé Oedipe roi. Oedipe roi. C'est l'histoire d'un couple qui a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfants. Et le couple avait fini par adopter, et le couple avait dit, bon, écoutez, puisque nous n'avons pas d'enfants, nous allons nous résigner comme ça. Nous allons accepter ça. Un jour, le mari, Laios, est allé voir un devin. Le devin, c'est les gens qui prédisent l'avenir. Voilà, un devin. Le mari, Laios, est allé voir un devin. Et le devin lui dit, tu auras un jour un garçon avec ta femme. Mais ce garçon, il te tuera.
et il épousera sa mère. Alors Layos est rentré à la maison et il a dit à sa femme, désormais nous n'allons plus partager de case. Je vais créer ma case à part et je vais m'éloigner de toi, même si on va être dans la même maison, mais on ne va plus partager de case, on ne va plus partager de lit. Sa femme lui dit, mais pourquoi subitement tu as pris cette décision? Il lui dit, ne pose pas de questions. J'ai pris cette décision, il faut qu'on fasse comme ça. Ça, il l'a appliqué pendant des années. Malheureusement, un jour, il est rentré tard à la maison et ivre. Et il a oublié ce que le devin lui avait dit. Alors, au lieu de passer la nuit dans sa case, il entre dans la case de sa femme. Il passe la nuit avec sa femme. Au sortir de cette nuit, sa femme tombe enceinte. Il dit, je vais attendre 9 mois pour voir si c'est un garçon ou une fille qui va naître. 9 mois après, sa femme met au monde un garçon. Alors il dit à sa femme, j'étais allé voir un jour un devin. Il m'avait dit que nous aurions un garçon qui me tuera et qui t'épousera. Voilà pourquoi j'avais créé une case à part. Maintenant, sa prédiction est en train de se réaliser. La meilleure chose que nous avons à faire tout de suite, c'est tuer ce garçon avant qu'il ne nous tue. Ils sont tombés d'accord, tous les deux. Ils ont pris le bébé. Ils l'ont amené jusqu'au fond de la forêt. Ils l'ont attaché au pied d'un arbre pour s'assurer qu'il va mourir de faim et de soif là-bas. Et ils ont pris la fuite chacun de son côté. Et ont juré de ne plus jamais se revoir dans la vie. Mais malheureusement pour eux, juste après leur fuite, un berger est venu de Corinthe et a entendu le bébé pleurer. Il l'a détaché et il l'a amené chez le roi Polybe. Le roi Polybe est quelqu'un qui vivait avec sa femme Mérope et ils ont vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Alors lorsqu'on leur a amené un bébé, un jeune garçon abandonné dans la forêt, ils étaient heureux de le prendre comme fils adoptif. Ce garçon, c'est Oedipe. Il grandit dans la cour royale de Polybe et de Mérope. Et quand il est devenu grand, ce bébé, lui-même est allé voir un devin. Et le devin lui dit, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Comme il a cru que son vrai père c'est le roi, que sa vraie mère c'est la reine, parce qu'il ne connaît pas ses vrais parents qui l'ont laissé dans la forêt, alors lui aussi, pour ne pas tuer son père et épouser sa mère, prend la fuite. Nous sommes en présence de 3 fuites. La fuite du père, Layos, la fuite de la mère, Jokas, et la dernière fuite en date, c'est la fuite de l'enfant. Dans sa fuite, il arrive à hauteur d'un carrefour. Et à hauteur du carrefour, c'est important le carrefour parce que c'est plusieurs chemins. À hauteur du carrefour, il y a eu un cocher qui a voulu donner un coup de fouet à son cheval et le coup de fouet a frappé le jeune garçon. Il y a eu une histoire, une dispute entre le jeune garçon et le cocher. Et quand ils étaient en train de se battre, un vieillard s'est mis entre eux pour les séparer. Malheureusement, quand le vieillard se mettait entre eux pour les séparer, le jeune garçon Oedipe était en train de donner un coup de poing au cocher et le coup de poing a frappé le vieillard qui meurt sur le coup. C'est un carrefour. Il prend un chemin au hasard, je mets hasard entre guillemets, et il poursuit sa fuite. Le chemin qu'il a pris au hasard conduit à Thèbes. Thèbes était une ville à l'entrée de laquelle il y avait un gardien. Et le gardien, il pose toujours une question à l'étranger. Quand l'étranger répond bien à la question, il l'accepte dans la ville. Quand il ne répond pas, il le rejette. Il lui pose une question. Il lui dit quel est l'animal qui se lève le matin avec 4 pattes, qui à midi se tient sur 2 pattes et qui le soir se couche avec 3 pattes. Oedipe répond que c'est l'homme. Quand l'homme naît, jusqu'à un certain âge, il rampe avec ses mains et ses jambes, 4 pattes. Quand il devient jeune, il se tient sur ses 2 jambes. Et quand il devient vieillard, ses 2 jambes plus une canne, 3 pattes. Oedipe répond que c'est l'homme. Le gardien lui dit, cette question, je l'ai posée à plusieurs étrangers, mais personne n'a apporté la bonne réponse. Mais puisque toi, tu as apporté la bonne réponse, non seulement on va t'accepter dans la ville, mais on va faire de toi notre roi. Nommé roi de Thèbes, on l'invite à épouser la plus belle fille de la cité. Entre-temps, sa mère était arrivée depuis longtemps et était restée belle et jeune. C'est pourquoi à une femme, on ne demande jamais son âge. Il va épouser sa mère. Il va épouser sa mère et va avoir avec elle plusieurs enfants au bout de plusieurs années de mariage. Après, la peste sévit à Thèbes. Chez les anciens, à chaque fois qu'il y avait une épidémie, on considérait que c'est une punition divine et qu'il fallait faire des offrandes et des sacrifices pour que cette punition disparaisse. Alors c'est un aveugle du nom de Tirésias qui est allé voir un devin pour lui demander quel sacrifice nous devons faire, quelle offrande nous devons faire pour que la peste disparaisse. Le devin lui dit,
c'est votre roi qui a tué son père et qui a épousé sa mère, et c'est pourquoi vous avez la peste. Si vous voulez que la peste disparaisse, il faut changer de roi. Alors l'aveugle Tirésias se rend chez le roi Oedipe et lui dit: Sire, vous avez tué votre père et vous avez épousé votre mère, c'est pourquoi nous avons la peste. Alors le roi Oedipe se rapproche de sa mère et lui dit: Qui es-tu? Sa mère lui raconte l'histoire du bébé qui a été attaché au pied d'un arbre, le père qui a pris la fuite, etc. Alors il se rend compte que le vieillard qu'il avait tué au niveau du carrefour n'est personne d'autre que son propre père, et que sa présente femme n'est personne d'autre que sa propre mère. Il se crève les yeux et l'histoire s'arrête là. Jean Cocteau, dans La Machine infernale, en tire la conclusion que l'homme ne peut pas échapper à son destin, que ce qui devra lui arriver, lui arrivera forcément. Le Coran dit: Sabi isma rabbikal a'la, lezi khalaqa fasawa wa lezi khalaqa fasawa. Et la Bible dit: au commencement était le Verbe, Dieu a créé le monde à partir du Verbe, il a dit soit et les choses sont. Mais pourquoi je raconte ça? C'est juste pour dire que nous passons, nous, très rapidement, du destin à la fatalité. Il y a une différence. Dans le destin, il y a une part de responsabilité de l'homme. Dans la fatalité, l'individu dit: ce qui devra m'arriver, que je fasse ceci ou cela, ça arrivera forcément. Ça, c'est une très mauvaise attitude. La très mauvaise attitude consiste à dire: je fais ce que je veux, ce qui devra m'arriver, m'arrivera. Je ne fais rien. Les médecins ont dit que tu dois prendre le dépistage, tu dois, etc. Je fais rien. Si je dois tomber malade, je tomberai malade forcément. Ça, c'est une attitude de fataliste et c'est une attitude anti-religieuse. Parce que la religion engage quelque part la responsabilité de l'acteur. Dieu dit: je vous ai créé pour une vie de lutte. Donc nous ne devons pas rester les bras croisés, nous devons faire quelque chose. En fait, le fataliste est quelqu'un qui ne fait rien. C'est quelqu'un qui est dans une situation d'attentiste. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, le travail de sensibilisation, puisqu'on m'a parlé de spiritualité aussi, le travail de sensibilisation, quelque part, doit nous aider à montrer qu'il faut faire la différence entre la spiritualité qui parle de destin et la fatalité qui exclut la responsabilité de l'individu et qui dit que tout vient de Dieu. Ça veut dire que je reste sur place, je ne fais rien, quoi, et j'attends tout de Dieu. J'attends tout de Dieu. Je ne fais aucun effort. Bon, s'il se trouve, malheureusement, que moi, je ne fais aucune activité sportive, je mange ce que je veux, je fais la sexualité de la façon la plus désordonnée qui soit. Mais je crois que tous les facteurs de risque, n'est-ce pas, docteur, sont plus ou moins présents. Et après, je ne vais jamais consulter le médecin, je fais aucun effort, parce que je me dis: je suis déjà protégé par Dieu. Ou alors, mon père est marabout, mon père, etc. On a des problèmes de ce genre. Alors, donc, je crois que de ce point de vue-là aussi, le travail devrait être aussi un travail de déconstruction et de renforcement mental, pour amener les gens à mieux comprendre le sens de la religion. Parce que des fois, les gens croient qu'ils ont compris, alors qu'il y a une différence entre la fatalité, qui veut que, bon, je fais rien, je fais aucun effort, et pourtant, tout ira bien. Ça, c'est un travail qui me semble important à faire. La dernière chose que je voudrais dire maintenant, c'est attention. Quand vous dites à quelqu'un, je donne juste un exemple. Quand vous dites à quelqu'un: l'excision est dangereuse. Parce que l'excision peut créer la fistule obstétricale. Par exemple, des infections pouvant aller jusqu'à la fistule obstétricale. Je crois que ça peut être comme ça. Quand vous le dites à quelqu'un, il vous dit: mais ok, mais moi je continue à faire l'excision. C'est-à-dire que c'est pas possible. Un argument médical ne peut pas combattre un argument métaphysique. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand les gens ont des croyances, c'est maintenant à l'intérieur de leurs croyances qu'il faut chercher les arguments pour combattre ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous allez chez les Dogons disent qu'au départ, le monde était un œuf. Et qu'à l'intérieur de cet œuf, il y avait Dieu qui s'appelle Ama et l'homme qui s'appelle Ogo. Cet homme Ogo, il était à la fois mâle et femelle. Au départ, il n'y avait pas d'une part les hommes et d'autre part les femmes. Il y avait des individus. Individu, ça veut dire qu'on ne peut pas diviser. Il y avait des individus. Il y a une différence entre individu et personne. La personne, on l'a déjà divisée. On a déjà coupé le sexe pour l'homme, il devient un homme. On a déjà préparé socialement la fille, elle devient une fille. Mais avant, la personne est individu. Je ne sais même pas si c'est une femme. Bon, voilà. Donc, au départ, il y avait des individus. Ogo, il était à la fois mâle et femelle. Et le dieu Ama lui avait interdit de chercher à savoir ce qui est à l'extérieur de l'œuf. Un jour, Ogo a vu que le dieu Ama était en train de somnoler. Il dit: je vais en profiter pour casser l'œuf et voir ce qu'il est en train de me cacher.
Il commence à casser l'œuf et le bruit qu'il a fait a réveillé le dieu Ama. Et le dieu Ama lui dit, mais toi, tu es en train de violer mon interdit. Je vais te faire chuter sur terre. Mais avant de te faire tomber sur terre, je vais te couper en deux. Tu étais mâle et femelle, je vais séparer ta partie mâle de ta partie femelle. C'est comme ça que les hommes et les femmes ont commencé à exister séparément. Alors chez les Dogons, puisque c'est comme ça, ça signifie qu'en chaque homme, il y a une petite part de féminité. Et en chaque femme, il y a une petite part de masculinité, en raison de notre origine androgyne. Alors, par la circoncision, on enlève à l'homme sa partie féminine. Et par l'excision, on enlève à la femme sa partie masculine. Ce qui fait que chez les Dogons, tant qu'un homme n'est pas circoncis, il n'est pas totalement un homme. Et tant qu'une femme n'est pas excisée, elle n'est pas totalement une femme, elle est une bila koro, c'est-à-dire une impure qui ne peut pas prendre la parole en public, qui ne peut pas préparer le repas et qui ne peut pas avoir de mari. Voilà l'argument. Maintenant, vous voulez combattre ça en leur disant, si vous faites l'excision, vous allez avoir la fissule. Je lui dis, mais moi, je préfère avoir la fissule que de ne pas être une femme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En conséquence, pour combattre ça, il faut utiliser un argument qui s'intègre dans leurs croyances. De la même manière, aujourd'hui, pour faire la sensibilisation, il est bon de savoir les croyances, de connaître, on a parlé tout à l'heure de fatalité, de connaître les réalités socioculturelles, et c'est à l'intérieur de ces réalités socioculturelles qu'il faut œuvrer pour amener l'individu à sortir d'un cadre pour aller vers un autre cadre. li ma bëgg a wax foofu parce que loolu il faut moo ko ci wolof surtout pour suñu mbokk bàjjenu gox yi maanaam dafa am ñi nga xam ni dafa am lu ñu gëm ba pare xam nga nit ki bu amee lu mu gëm ba pare nga ñëw ni ko lii boo ko defee mën na la indil feebar du la faale parce que li mu gëm moo ëpp feebar boobu maanaam moom dafa am lu mu gëm loo xam ni du ragalul feebar li may wax bu ma ko waxee Touba dinañ comprendre li ma bëgg a wax nit ki dina am li muy gëm loo xam ni boo ko waxee ni lii boo ko defee da ngay feebar du la faale parce que gëm-gëmam moo toll foofu waaw léegi nag yow bu fekkee ni da ngaa bëgg a wax ak moom ci loolu il faut nga fekk ko ci li mu gëm maanaam ci biir gëm-gëmam nga ko mën a fekk pour waxtaan ceeg moom loo xam ni dina ko mën a comprendre pour génn ci loolu progressivement ba dugg ci leneen loo xam ni du ko yàqal gëm-gëmam mais boo bëggee ñëw rek ne ko gis nga tubaab yi loolu comprendre woon nañ ko école yi ñu fi sampoon yépp da doon sori tubaab musul def école ci biir dëkk bi da daan def école bi mu sore Seigneur, je suis très fatigué, je suis né fatigué et j'ai marché depuis le champ du coq et le morne est bien haut qui mène à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Prière d'un petit enfant nekk parce que école ba dafa sori Makotam Mbuku nee na boo gisee tubaab bi doon jël école bi di ko sorele parce que xam na ni bu defee école bi ci biir dëkk bi nit ñi ni mu leen bëggoon changer du sotti parce que nit ñi ngi ci biir dëkk bi mais boo leen jëlee yóbbu leen fu sori ñu dem fu sori jàngi léegi sori nañu dëkk bi léegi nag yow yaa leen yor loolu la comprendre woon moom en fait na xëcc nit ñi sorele leen dëkk bi ba nga xam ne léegi moom mooy des ak ñoom léegi foofu mu des ak ñoom nga xam ni sori na loolu dëkk bi ci lay soog a mën a def moom ci nit ñi la mu bëgg a def dindi ci ñoom yenn gëm-gëm yi def ci gëm-gëmu boppam c'est ça en fait l'aventure ambiguë dont parle Cheikh Hamidou Kane l'école nos enfants iront à l'école ils vont apprendre mais ils vont oublier est-ce que ce qu'ils vont apprendre est plus important que ce qu'ils vont oublier loolu la grande royale di wax dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane donc de la même manière bu fekkee ni dañu bëgg a indi ay changement ci nit ki dañ koy fekk si moom ca fa mu ne ba waxtaan ak moom mu comprendre ñu xam bu baax a baax nga soog ko cee génne nank-nank mais bis boo ñëwee ci nit ne ko bu fekkee ne cancer dangaa bëgg a xeex ak moom da ngay pikiiru du pikiiru xam lan moo tax ñëpp xam nañ ni Covid 19 bi mu ñëwee ba léegi loo fi wax ci waxi pikiir nit ñi indil la problème léegi nga ni ko donc loolu da nga koy régler ba pare moo tax bi may xool léegi am na ku doon exposé di wax 2020 ñaata la ñu ñàkk 2022 ñaata la ñu ñàkk dama xool ni 2021 nekku ci xaw ma kan moo doon exposé loolu. waaw docteur Ndiaye donc maa ngi doon parce que loolu laa doon xaar 2021 période du Covid bi. boo leen amoon statistiques yi di nga gis ni ñu pikiirul ñu néew la donc loolu dafay nekk ay réalité naka ngay mën a def ba indi nit ñi ñu mën a comprendre ne yow lii ngay ñàkk duñu bi période bi ñu fiy ñàkk di def goutte ci gémmiñu xale yi ñu ci bëri dañ ni boo ko defee dootoo nekkati góor xaw ma loolu c'est ça ah ba nga xam ni pour nga pikiir nit ñëw naan ko damay toqal ay affaire ci sa gémmiñ dafay bañ léegi nag loolu naka nga mën a def ba indi nit ki mu comprendre
boo ko ñëwee ni ko lii buñ ko defarul mën ngaa am risque lii du la suivre mais il faut nga ñëw fekk ko ci moom li mu gëm ba pare xamal ko ni ko mu comprendre ne li mu gëm ñi ko gëmloo ñu ci bëri nekkuñu sax ay fajkat en réalité des fois ñi nga xam ni boo leen waxee ni leen yow lu tax bëggoo pikiru naan ah man day soxna Njaay nee na ma këram kenn pikiru fa waaw mais soxna Njaay moom fajul xamul fa ñuy faje mësul dem hôpital mu ba pare mu wax la mais docteur Diop mi nga xam ni gynécologue la wax la nga naan non docteur Diop daal wóorul quoi ay affaire mais c'est grave en réalité donc fan la ñuy jëlee source d'information je crois que loolu liggéey la bu nga xam ni bon bàjjenu gox yi fajkat yi aussi hein parce que en réalité le métier du soignant ne s'arrête pas seulement à l'acte de soins sanitaires je crois que loolu ñoom ñoo ma ko gën a xam ce n'est pas seulement l'acte médical dafa weesu loolu j'ai travaillé avec l'équipe de Marseille ñoom Olivier Sardan ñoo bindoon benn livre bu tudd hôpital inhospitalier mais hôpital inhospitalier li mu doon insister wu surtout mooy l'accueil mooy accompagnement du malade sur le plan psychologique mooy dalal malade bi wu am noo waxee ak moom ba nga xam ni feebar yi bu fa jógalul tamit psychologie dafa am solo góor gi dafa dem hôpital ñu bindal ko ordonnance mu jël papier bi ordonnance bi dem def ko ci kaasu ndox naan ko daal di ñëw ci médecin bi ni ko garab bi nga ma jox baax na lool bi ma ko defee ci kaasu ndox bi daal naan ko am naa jàmm alors que garab bi këyit bi dafa waroon dem jëndi garab bi moom mu jël këyit bi naan ko parce que loolu la xam mais bi mu ko naanee wér na dalal na xelam donc psychologiquement je veux dire c'est bon bien sûr loolu placebo effet boobu en fait en réalité je crois que c'est important loolu ñun tamit ñun ñëpp ñu liggéey ci ñun ñëpp ñu jàpp ci cadre bi nga xam ni dafa nekk Touba tamit am ay réalité je crois que wax nañ ko léegi am ay réalité dëkk bu ci nekk am nga say réalité am nga say spécificité mais réalité yooyu il faut ñu tenir ci compte il faut ñu liggéey ak loolu bu fekkee ni am na fu ñu bëgg a yegg parce que réalité yi mën nañ laa gunge comme mën nañ laa bloquer yow yaay xam léegi naka nga koy utiliser ba réalité yi ñu gunge la ba fa nga bëgg a yegg nga yegg fa maa ngi leen di remercier wu bu baax a baax di jégalu ci kàddu gi